Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 13. Chopin nous a laissé beaucoup de pièces pour piano. Il n'était pas seulement un extraordinaire compositeur et un grand pianiste, en plus il était un magnifique pédagogue. Ces pièces nous font apprendre énormément de choses. Aujourd'hui, en utilisant différents endroits du deuxième scherzo, j'aimerais bien aborder un autre sujet. Une des caractéristiques des pièces de Chopin était une longue respiration, c'est-à-dire une phrase extrêmement longue. Mais pas seulement cela. Dans cette grande section, il arrive souvent que petit à petit, la musique se développe émotionnellement comme pour un effet de grand crescendo. Je viens de dire un grand crescendo, mais dans la musique, voici encore une fois ce panneau. Le crescendo n'arrive pas comme une ligne directe qui monterait comme ceci. De même pour le diminuendo qui descendrait comme cela. En musique, un long crescendo se fait par des successions d'allers-retours de cette façon. Il en est de même pour le diminuendo. Voilà, aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous comment on peut faire un escalier musical et dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais bien parler d'une technique caractéristique de Chopin. Donc, on va faire un escalier. De quoi a-t-on besoin d'abord? Il faut absolument trouver le sommet de l'escalier, le but. Même si on fait beaucoup d'efforts pour faire un joli escalier, si on n'a pas vu la hauteur nécessaire à l'avance, alors il se peut qu'après la construction, l'escalier ne devienne soit trop haut, soit trop bas. C'est pareil pour la musique. On va regarder d'abord le sommet. Aujourd'hui aussi, j'utilise le deuxième scherzo de Chopin. Si vous avez la partition, regardez les mesures entre 49 et 132. Donc essayons de trouver le sommet. La dynamique est toujours un signe important. Dans la section dont je parle, on trouve au début un fortissimo, puis un autre fortissimo à la mesure 114. Comparons ces deux fortissimos. Le premier fortissimo de cette section, c'est celui-là. Comme vous pouvez le constater, la main gauche et la main droite sont très éloignées. En plus, il y a très peu de notes. Donc, on comprend tout de suite que ce fortissimo n'est pas explosif. Dans ce cas, on peut dire qu'il s'agit d'un fortissimo très lumineux. Maintenant, regardons celui de la 114e mesure. Cette fois, la main gauche est très arpégée. Il y a beaucoup de mouvements. On peut en conclure qu'il s'agit peut-être du sommet. Une fois le sommet trouvé, il faut comprendre de quel genre de sommet il s'agit. Dans la vidéo précédente, je parlais de la caractéristique des scherzo de Chopin, c'est-à-dire que chaque mesure a un rôle soit de ton fort, soit de ton faible. Il s'agit ici de la mesure 114. C'est la deuxième mesure du groupe de 4. Donc un ton faible. On peut en déduire que ce n'est probablement pas un sommet victorieux. Regardons l'harmonie. Il s'agit d'une neuvième de dominante. Sur l'accord de septième de dominante, Chopin ajoute donc une note qui forme neuvième. En général, cette harmonie est utilisée pour renforcer la tension ou l'expression. Cette idée se vérifie quelle que soit l'époque. Ne négligez pas cette harmonie. Comme cette harmonie est utilisée sur un ton faible, on peut imaginer qu'il s'agit d'un sommet d'émotion, pas d'un sommet de force. Maintenant, construisons notre escalier musical. Le début était ici, mesure 49. Comme on vient de le voir, le sommet est donc à la mesure 114. Puis, nous allons jusqu'à la mesure 132. Mais comme le sommet est déjà passé,
on peut considérer qu'il s'agit d'une sorte de coda de cette grande partie. Donc, même s'il se passe quelque chose, on doit toujours imaginer que c'est la conclusion de la section. Maintenant, regardons notre escalier entre la mesure de début 49 et la mesure 114. J'ai préparé ce panneau. Personnellement, entre la mesure 49 et la mesure 114, je vois 1, 2, 3 marches. Maintenant, regardons où sont situées ces 3 marches. À partir de la mesure 49, si je ne joue que les harmonies simples, ça devient comme ceci. Tonique, dominante, tonique, dominante. Donc, pour quelqu'un qui écoute cette pièce pour la première fois, il imaginera certainement que la prochaine note sera la tonique. Mais en fait, ce sera le premier changement. Et je considère que ce sera la première étape de l'escalier. Il s'agit de la mesure 65. Après la succession 1-5-1-5, on a bien un ré bémol. Mais à l'intérieur de l'harmonie intervient un do bémol et tout à coup la direction change. C'est ici. Justement à la mesure 65, Chopin écrit con anima. Chopin utilise cette expression dans le sens littéral, avec âme. La main gauche est arpégée et on sent l'émotion monter. Comme s'il était poussé par ce mouvement, le solo de main droite s'épanouit mesure 80-81 avec une magnifique couleur lorsque le forte est suivi d'un dolce subito. Le soliste développe un chant lyrique et puis une deuxième voix vient de rejoindre pour former un duo. C'est la mesure 97. Je vois la mesure 97 comme une sorte de deuxième étape. Pour la troisième étape, je vois le moment où la troisième voix se joint à l'intérieur de ce duo. Grâce à cette troisième voix, le duo devient une harmonie de plus en plus complète. Et j'ai l'impression que ça augmente encore une étape émotionnellement. Pour cette raison, je vois ce moment comme la troisième étape, donc à partir de la mesure 103. Un petit résumé. La première étape est donc la mesure 65 marquée con anima. Le do bémol est la note importante pour changer la direction. La deuxième étape, mesure 97, c'est le moment où le solo devient duo. Ensuite, une troisième voix s'ajoute, le duo devient plus harmonique, c'est-à-dire que l'harmonie est plus complète, c'est la mesure 103. C'est ainsi que grâce à ces 3 étapes, notre escalier de 3 marches se dirige vers le sommet mesure 114. Avant d'aborder la deuxième partie, c'est-à-dire au sujet de la technique, je voudrais insérer la rubrique « Chatouiller votre curiosité ». J'ai parlé tout à l'heure de coda. Connaissez-vous la signification originale de ce mot? Eh bien, ce mot veut dire « la queue ». Il peut arriver que dans la coda, il y ait un moment très joli qu'on a envie de souligner ou d'augmenter, mais si le climax n'est pas dans la coda, alors il faut que ce ne soit qu'un relief dans la coda. Si vous créez artificiellement un sommet dans la coda, alors pour le public qui écoute une histoire à distance, il y avait une fois le sommet, mais encore une fois un deuxième sommet. Il va perdre le chemin que vous vouliez lui tracer. Pour que l'histoire reste logique, il faut attentivement gérer la coda. Dans la deuxième partie, nous allons parler de technique. Une des techniques rencontrées souvent dans les pièces de Chopin, ce sont des accompagnements en arpégé large. Il y en a aussi dans cette pièce.
Pour comprendre mieux, je vais prendre un exemple en Do majeur. Une des erreurs que l'on voit souvent, c'est de préparer par le cinquième doigt dans ce sens et de faire comme ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, beaucoup de choses. Mais d'abord, le coude qui fait de grands gestes aller-retour. Et aussi les doigts qui restent tendus. C'est le pire pour contrôler. Dans une vidéo précédente, j'ai dit que la main était faite naturellement pour prendre par l'intérieur, par la paume. Pour le bon contrôle des doigts, il est évident qu'il vaut mieux ne pas bouger le coude inutilement. On voit tout de suite que quand vous bougez le coude, cela influence la direction de la main, donc le contrôle devient difficile. Dans la mesure du possible, on aimerait jouer bien en face du clavier. Pour arriver à cela, nous allons utiliser un pivot central. Dans cet exemple, le troisième doigt qui joue sol sera notre pivot. Grâce à ce pivot, le coude pourra rester immobile et on ira chercher le cinquième et le pouce en utilisant un mouvement latéral du poignet qui pourra éventuellement être aidé par la légère rotation. On travaille comme cela. Ainsi, les doigts ne sont plus tendus et le contrôle est plus facile. Il est important de trouver d'abord la note pivot. Il est important aussi de bien placer le pivot car, comme vous voyez, si je joue trop au bord de la touche, alors le cinquième est en dehors du clavier. Donc je vais placer mon doigt plus à l'intérieur du clavier, à peu près ici. Il est vrai que dans une autre vidéo, j'ai dit qu'il fallait jouer au bord du clavier, mais cela dépend de la longueur des doigts. Vous devrez choisir le bon endroit pour votre main. Placez le pivot et regardez si vous pouvez jouer confortablement. Le poignet est légèrement plus haut et on tourne latéralement avec ce genre d'arche. Le coude ne bouge pas. Puis on joue l'arpège. De la même manière. Voyons maintenant comment obtenir une sonorité lumineuse. Ce n'est pas limité à la musique de Chopin. Prenons l'exemple de la 49e mesure. Cette note en particulier. Quand on a envie d'obtenir ce genre de lumière assez forte, il faut d'abord une attaque assez légère. La manière d'attaquer est relativement assez directe, surtout pas enveloppée. Quand c'est possible, ici ça l'est, mettre la pédale avant l'attaque peut aider beaucoup. Pourquoi? Nous l'avions vu dans une autre vidéo, lorsqu'on met la pédale de droite, tous les étouffoirs se lèvent. Cela libère tous les cordes et la résonance est plus riche, écoutez avec la pédale avant. Maintenant sans la pédale. La sonorité est plus mince. Regardons maintenant comment on peut travailler les accords. Les accords ne sont pas des masses, mais la superposition de plusieurs voix qui forment la polyphonie. Souvent, on joue les accords sans avoir la conscience des notes intérieures. Il faut donc commencer par ce travail. Prenons cet exemple. On peut travailler les octaves seules, le pouce seul, le cinquième seul. Ensuite, c'est un travail très efficace de travailler en ajoutant la partie intérieure après. Avec ce travail, on développe la sensation de chaque doigt et l'oreille apprend ce qui se passe polyphoniquement à l'intérieur des accords. On peut aussi raffiner les oreilles. Voilà, en utilisant le deuxième scherzo de Chopin, on a regardé différentes choses en 3 vidéos. J'ai essayé de développer au-delà de ce scherzo et même de Chopin. J'espère que vous aurez pu trouver quelques grains
qui vous serviront pour trouver votre direction. La prochaine fois, on quittera le scherzo de Chopin pour parler d'autre chose. Merci beaucoup et à la prochaine fois.